Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a calmie, c'est vrai, mais l'école ivoirienne est encore sous la menace d'une grève des enseignants. À la suite de son assemblée générale extraordinaire, la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire a décidé d'observer un arrêt de travail de 72 heures pour exiger la prise en compte de ces revendications non satisfaites selon leur entendement, l'entendement des enseignants. La COSEFSI dit avoir accordé à l'État un sursis pour trouver une solution à ses préoccupations sans que cela ne donne le résultat escompté. Ce qui n'est pas du tout l'avis du gouvernement qui, lui, affirme avoir fait plus que souhaité par les enseignants grévistes. Qu'en est-il exactement? 5 invités pour nous le dire. Il s'agit de Ekoun Kwasi, il est le secrétaire général national du CINESI. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Juste auprès de vous, monsieur Kadjou Akaklo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Ensuite, monsieur Bakary Koné, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes secrétaire permanent du Conseil consultatif de l'éducation nationale, bien entendu au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Bonsoir à vous, monsieur Kwame Bertoni. Vous êtes le porte-parole adjoint de la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire. C'est bien cela? Et nous terminons par le docteur Yao Kwaku Albert. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Daloa et vous êtes sociologue. Merci. En tout cas, merci à vous tous, messieurs, d'être présents sur ce plateau pour nous indiquer la voie à suivre selon votre analyse de la situation. Tout de suite, je voudrais le dire, malgré le dialogue permanent et le protocole d'accord signé entre le ministère, les partenaires et les enseignants, la menace de grève demeure toujours. Qu'est-ce qui motive cela? Qu'en le font exactement et qu'est-ce qui est reproché à l'autorité? Pour le comprendre, nous suivons ce reportage de Chris Diomandé de Astou Touré. Grève par-ci, grève par-là, les enseignants du primaire et du secondaire annoncent les couleurs. Les raisons, la revalorisation de leur indemnité de logement, la suppression des cours de mercredi, le paiement de 500 000 francs CFA à chaque enseignant ex-contractuel au titre de leur émolument non payé de janvier à mai 2014. Surveillance non payante 500 francs par jour, suppression de l'emploi des instituteurs adjoints, intégration à la fonction publique de 97 d'entre eux, radiés en 2014 pour fait de grève. Ce sont là quelques revendications de la coalition secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, COSEFSI. Une coalition regroupée autour de 11 syndicats qui rassemblent le primaire, le secondaire général, le secondaire technique et professionnel. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue en décembre dans la commune de Yopougon, la COSEFSI a exigé la prise en compte de ces revendications restées sans suite lors des mouvements de grève observés l'année dernière. Selon son porte-parole, le sursis de 6 mois accordé au gouvernement pour trouver des solutions aux revendications des enseignants est arrivé à son terme. Cette énième menace intervient paradoxalement dans un contexte marqué par la mise en œuvre du programme social du gouvernement axé sur la satisfaction des besoins pressants des populations. Notez que dans le cadre de cette politique sociale, plus de 10 000 enseignants ont été recrutés et plus de 500 000 tables bancs acquis pour renforcer les capacités opérationnelles de l'école ivoirienne. En outre, un protocole d'accord vient d'être signé entre le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle afin de permettre aux personnels regroupés au sein de la mutuelle des personnels de l'éducation-formation d'accéder à la propriété immobilière. Conformément aux clauses de ce protocole d'accord, les bénéficiaires de ce projet disposent de logements à moindre coût, soit par location-vente, ou dans tous les cas sans aucun apport initial. C'est un projet qui va coûter plus de 300 milliards de francs CFA à l'État. Au titre de l'indemnisation contributive de logement, 5 000 francs restants ont été ajoutés. La prime mensuelle de logement des instituteurs s'élève désormais à 40 000 francs CFA, soit 3 585 000 francs CFA par an. En ce qui concerne la bonification indiciaire, 25% payés à la fin du mois de mars 2013. Le reliquat de 1988 à 1992 s'élève à 6,4 milliards de francs CFA selon un accord avec les syndicats. Le gouvernement devrait en exécuter le paiement en 3 tranches de 2 milliards de francs CFA payés en 2012, la deuxième tranche en 2013 et la dernière en 2014. D'autres accessoires de salaire non payés depuis 2009 ont été payés. S'agissant du secondaire, le gouvernement a payé 25% des effets financiers du reclassement
notamment avec rappel des mois de janvier et février. Plusieurs rencontres entre autorités et syndicats ont eu lieu afin de trouver une solution aux grèves des enseignants. Le gouvernement a aussi donné l'assurance que tous les enseignants ayant subi par erreur une ponction sur leur salaire pour une cause de grève seront rétablis dans leurs droits. Mais les syndicalistes restent insatisfaits. Pour eux, il y a encore des zones d'ombre, donc il faut encore revoir les clauses du contrat définies auparavant. Face au mécontentement des syndicats, l'État ivoirien se dit toujours ouvert au dialogue afin de maintenir la qualité du système éducatif, levier d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Voilà, c'est ce que nous croyons savoir de l'affaire et puisque tous les partenaires presque sont sur ce plateau, nous allons échanger pour mieux comprendre ce qui se passe. Vous constaterez que sur ce plateau, il y a la COSEFSI qui est allée en grève, il y a le SINESI qui n'y était pas. Alors, nous allons commencer par vous, M. Kwame Bertoni, oui, pour savoir exactement quel est le problème, sur quoi porte votre différend aujourd'hui. Ok. Déjà, avant de répondre à votre question, je voudrais, au nom de la COSEFSI et à l'endroit de tous les camarades qui nous écoutent, ici excuser l'absence de notre porte-parole, qui est au chevet en tout cas vraiment des 300 enseignants, dont Madame le ministre a bien voulu priver en tout cas vraiment de salaire. Donc il a leurs cheveux pour leur apporter toute la compassion qui est exigée en tout cas vraiment en la matière. Ceci dit, votre élément tout à l'heure a rappelé les points de revendication de... Voilà, c'est ce que nous croyons savoir et nous voulons plus de précisions avec vous qui êtes sur le plateau aujourd'hui. Voilà. Nous sommes allés en grève pour 5 points de revendication. Le premier, comme ça a été dit tout à l'heure que je m'en vais rappeler rapidement, c'est la question de la révalorisation de notre indemnité de logement. Voilà. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, pour vivre ici, en Côte d'Ivoire et même particulièrement en Abidjan, la question en tout cas vraiment du logement se pose avec acuité et le loyer qu'on ait en tout cas vraiment une inflation telle que il était important que l'État puisse regarder dans le sens de revaloriser cette indemnité de logement. Ça, c'était le premier point. Le deuxième élément, c'est le deuxième point qui nous envoyait en grève, c'est la question de la suppression des cours de mercredi. Voici une réforme qui, pour nous, est antinomique, qui n'a aucune, en tout cas, vraiment visée, en tout cas, vraiment normative. Donc, à juste titre, nous avions souhaité la suppression pure et simple, en tout cas, vraiment des cours de mercredi. Le troisième point qui nous envoyait en grève, c'est le relèvement au double de toutes les primes et indemnités liées aux examens. À l'intérieur, il y a plusieurs sous-problèmes. Le premier élément, c'est que pour nous, il faut, au niveau en tout cas des corrections, des feuilles, pour l'entrée en 6e, c'est 100 francs. Nous avons demandé à ce qu'on passe de 100 francs à 200. Pour le BPC, 150. Nous avons demandé à ce qu'on passe de 150 à 300. Pour le bac, 250. Nous avons demandé à ce qu'on passe de 250 à 500. L'autre élément, c'est que lorsque, par exemple, nous corrigeons les feuilles cette année, il nous faut en tout cas vraiment l'année scolaire d'après pour que nous puissions rentrer en tout cas dans ce qui nous revient de droit. À juste titre, nous avons souhaité le retour des intendances intégrées, de telle sorte que quand nous finissons en tout cas vraiment de corriger, automatiquement notre argent nous est payé. Surtout qu'il y a des frais, en tout cas vraiment des examens qui sont payés en tout cas vraiment par les élèves. Également, l'autre élément, c'est le paiement des surveillances. Voilà, parce que jusqu'à preuve du contraire, les surveillances ne sont pas payées en Côte d'Ivoire. Donc nous avons souhaité que pour chaque surveillance, un jour 5 000, 2 jours 10 000, ainsi de suite. Donc c'est le troisième point qui nous envoie en grève. Le quatrième point, c'est l'intégration des anciens ex-contractuels. Il faut rappeler à toutes fins utiles qu'en 2014, devant la pénurie d'enseignants, l'État de Côte d'Ivoire s'est vu dans l'obligation de procéder à un recrutement massif au nombre de 3 000. Et ces derniers sont rentrés en contrat avec l'État de Côte d'Ivoire et l'État leur a défini un salaire forfaitaire de 100 000. 5 mois durant, ces camarades ne seront pas payés. Ce qui va créer le résiduel de 500 000 francs que nous réclamons. Ils vont faire un mouvement dont la conséquence va être la radiation pure et simple de 91 parmi eux. Par quelle alchimie, nous ne le savons pas. Il y a un groupe parmi ces 91 qui vont intégrer en tout cas la fonction publique. 51 vont rester sur le carreau. Aujourd'hui, nous, ce que nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, l'ouvrier méritant salaire, les 500 000 francs, en tout cas vraiment, constituant en tout cas les arriérés, le résiduel, doivent être payés. L'autre élément, c'est que ceux qui sont restés sur le carreau, parce qu'ils ont donné de leur sueur, de leur temps, de leur intelligence aux enfants de Côte d'Ivoire, l'État se doit en tout cas vraiment d'être reconnaissant et pouvoir intégrer aussi à la fonction publique les 51 qui sont restés sur le carreau. Le dernier point, en tout cas vraiment, qui nous a envoyé en grève, c'est la question relative à la suppression de l'emploi d'instituteurs adjoints. Nous avons estimé à juste titre d'ailleurs que pour des ingénieurs de l'esprit, il n'était pas bon de continuer à les recruter avec le BPC. Donc il fallait rester
en phase avec le PASEC 2012 qui avait indiqué à la matière qu'il fallait relever le niveau de recrutement au bac. Donc pour nous, il était bon, en tout cas vraiment, de revenir au bac, donc relever le niveau de recrutement en recrutant seulement avec, en tout cas, vraiment le bac. Donc voici les 5 points qui ont fait l'objet de grève concernant, en tout cas, vraiment la cause FC. Très bien, je commence délibérément par vous, les enseignants, pour que vous nous dites exactement ce qu'il y a, parce qu'il y a aussi le CINESI. Vous êtes aussi enseignant, pourquoi, entre guillemets, vous ne vous êtes pas senti concerné par la grève? Merci beaucoup. Le CINESI, effectivement, ne s'est pas senti cette année concerné par la grève, justement parce que nous estimons que tant que le dialogue n'est pas rompu avec l'administration, nous n'allons pas aller à la grève. Et nous estimons aussi qu'il y a un certain nombre de facteurs qu'il faut prendre en compte avant d'aller en grève. Il y a 3 facteurs essentiellement. L'opinion nationale dit quoi de la grève que nous voulons mener? Quelle est l'opinion, l'avis de nos militants sur la grève que nous voulons mener? Et le contexte sociopolitique, est-ce qu'il s'y prête à la grève? Le CINESI a estimé que tous ces facteurs ne sont pas réunis. Il ne faille pas engager une grève, surtout que nous sommes en constant dialogue avec l'autorité de l'éducation nationale. Voici les raisons qui ont estimé que pour l'heure, le CINESI, en cette année 2020, n'a pas de raison d'amener ces éléments à un arrêt de travail. D'accord. Naturellement, M. Bakary Koné, secrétaire permanent du Conseil consultatif de l'éducation nationale, c'est à vous que je vais maintenant poser la question, après avoir entendu les enseignants. Oui. Alors, quel est le problème à votre niveau? Pourquoi est-ce que vous considérez que certaines choses... Où se trouve le différend entre vous et ces enseignants grévistes? Bon, je voudrais, avec votre permission, vous nous l'avez dit en off, je voudrais quand même revenir sur un postulat, ce que je peux considérer comme un postulat. Je ne pense pas que le débat que nous allons mener soit l'occasion de discuter encore des revendications, ce que nous avons fait l'année dernière, parce que je rappelle que toutes les revendications dont il est question ont été discutées abondamment à Abidjan et à Grand Bassam l'année dernière. Et donc, ce n'étaient pas les seules revendications. Et donc, il faut bien situer le contexte avant de nous engager à cela. Pour revenir à votre question, je pense que il y a un acteur majeur aussi dans cette affaire qui n'est pas autour de cette table. C'est le ministère de la fonction publique. Parce que nous sommes le ministère employeur, mais tout ce que nous avons eu à aborder comme discussion, nous étions partie prenante avec le ministère de la fonction publique. Et donc, venir là et reposer le problème comme si j'avais un mandat pour venir discuter du bien fondé de telle ou telle revendication, je pense que ce n'est pas mon rôle ici. Mais en tant que citoyen, en tant qu'observateur, par rapport à la position que j'aide au ministère, je peux donner un avis. Et donc, tout ce que M. Bertoni a avancé comme revendication, il y a certaines de ces revendications, surtout d'ordre pédagogique et d'ordre administratif. Ces revendications ont été analysées. Certaines ont eu, n'est-ce pas, le gouvernement a fait droit à certaines de ces revendications, mais il demeure que la revendication fondamentale qui est d'ordre financier, eh bien, n'est pas du ressort du ministère de la fonction de l'éducation nationale ni de la fonction publique. Mais le dialogue n'est pas fermé. Les discussions continuent. Et c'est pour ça qu'on est bien obligé de se poser la question de savoir pourquoi, tant qu'un processus est ouvert et n'est pas fermé par une des parties, par exemple l'État, pourquoi on va à la grève? C'est une question. C'est une question que je voudrais laisser plutôt M. Kwame Bertoni répondre à cette question-là, pour que vous compreniez très bien pourquoi vous ne parlez pas le même langage. Ok. Bon, évidemment, on ne peut pas parler le même langage. Pour la cause FC, pour nous, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est 5 points de revendication. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces 5 points de revendication n'ont pas encore trouvé solution. Principalement, la question, en tout cas, vraiment de la révalorisation de l'indemnité de logement, parce que je le rappelle, c'est notre revendication principale. Cette question aussi, jusqu'à preuve du contraire, n'a toujours pas eu de solution.
Donc, à juste titre, je souhaiterais faire un peu la genèse rapidement, si vous le permettez, pour que les Ivoiriens comprennent bien ce qui se passe. La cause FC, tout le monde s'en souvient, a observé plus de 2 mois de grève. Autour, en tout cas, de ces 5 points de revendication que j'ai soulevés tout à l'heure. Après cela, d'abord, nous sommes allés étape à étape. Avec la tutelle, on n'a pas pu avoir de point d'accord. Ensuite, la fonction publique, on n'a pu avoir en tout cas vraiment de point d'accord. Nous nous sommes retrouvés le 5 avril 2019 à une rencontre organisée par le Premier ministre. À cette rencontre-là, Monsieur le Premier ministre a indiqué qu'il était important pour nous, structures syndicales, de retourner vers nos ministères techniques pour poursuivre les discussions. Et que fin avril, il nous rappellerait pour apporter en tout cas vraiment des excuses de solution aux différentes revendications. Suite à cela, nous nous sommes retrouvés à Bassam du 10 au 14 avril. Nous avons motivé nos revendications. Nous sommes revenus sur différents éléments. Après Bassam, nous sommes venus parachever ces discussions-là au CNMS, ici même à Cocody. Et là, c'était du 18 au 23 avril. Toutes ces discussions ont été sanctionnées par un rapport de synthèse. Un rapport de synthèse qui a été déposé sur la table du Premier ministre. Donc, c'était là le dernier palier. 3 mois après, nous ne voyons rien venir. Nous avons fait des relances. 6 mois après, nous ne voyons rien venir. Nous avons fait encore des relances. Rien n'y fit. 7 mois après, l'Assemblée générale, le 7 décembre 2019, a estimé que jusque-là, puisque nous n'avions aucune réponse relativement à nos légitimes revendications, il était important que nous remettions le couvert. C'est ainsi que nous avons décidé, les 28, 29 et 30 janvier, d'observer une grève d'avertissement. Et très bien. Et c'est là que, c'est depuis ce jour-là, oui, M. Koné, vous avez entendu. Quelle est votre réaction? Non, ma réaction est qu'il y a un processus qui était ouvert. Et le Premier ministre, excusez-moi, mais c'est le Premier ministre. C'est le chef du gouvernement. Le Premier ministre, lorsqu'il nous a reçus, il nous a dit, il a ordonné au ministère technique de créer des cadres de concertation, ce que nous, à l'Éducation nationale, sous la gouvernance de Mme Kandia Camara, nous avions déjà créé ce cadre de concertation. C'est la COSEFSI qui était sortie de ce cadre de concertation. Il est là, il ne peut pas dire non. Ils sont sortis parce qu'ils estimaient, et comme il l'a dit lui-même, comme il l'a dit lui-même, ils sont sortis de la discussion. Parce qu'ils estimaient qu'en face d'eux, il n'y avait pas de répondant à leur revendication. C'est cela. Mais il a dit. Et ils se sont retrouvés au niveau de la primature. Lorsque le Premier ministre nous avait appelés, ils avaient déjà rencontré. Ils étaient allés à la primature. Et donc, monsieur le Premier ministre s'est impliqué pour apaiser les esprits. Et nous a demandé de continuer les discussions dans le cadre des ministères sectoriels, puisque le ministère, au niveau de l'enseignement supérieur, il y avait aussi quelques remous là-bas. Et nous avons discuté. Et si, au haut du sommet de l'État, on nous a dit que tous les problèmes que nous ne pouvions pas résoudre, de leur transmettre cela, et que le rapport a été déposé, objectivement, qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons. Personne n'a écrit, personne n'a reçu un courrier pour dire que le dialogue était rompu. Personne. Et cette année encore, lorsque, à la reprise, ils sont revenus sur les mêmes revendications, posons-nous un peu la question. Ce n'est pas les seuls syndicats. Il y avait beaucoup de syndicats qui étaient en grève. Mais les revendications, certaines des revendications qu'il a énoncées tout à l'heure, faisaient partie aussi de la plateforme des autres syndicats qui étaient en grève. À propos du cours du mercredi, il y a eu une évaluation. Est-ce qu'ils ont pris la peine de regarder le rapport de l'évaluation, ce qui a été décidé? Alors, c'est cela qu'il faut voir. Moi, je crois que là, nous sommes autour de la table. Il faut aussi que les Ivoiriens nous écoutent. Il faut pouvoir leur dire aussi la vérité. Parce que si vous allez dans une démarche jusqu'au boutiste, ici et maintenant, il faut trouver une solution.
et qu'on vous demande d'attendre, parce que justement, à la primature, qu'est-ce qui nous avait été dit? Il nous avait été rappelé que le gouvernement s'était engagé. Votre élément l'a si bien montré. Le contexte a été bien planté. Le gouvernement s'était engagé à payer 249 milliards sur 5 ans. Et sur ces 5 ans, des engagements ont été pris. On me dira, oui, nous, on ne se reconnaissait pas, mais quand on a payé, chacun a empoché cela. Voilà, c'est cela la réalité. Et donc, et le Premier ministre, je rappelle aussi, je rafraîchis la mémoire de ceux qui étaient là-bas, nous avait dit ceci, peut-être en forme de boutade, mais si vous m'aviez dit que ce qui était plus important pour vous, ce n'était pas le stock des arriérés, et que c'était d'augmenter les salaires, pardon, parce que c'est une augmentation de salaire, bon, d'augmenter, de revaloriser les indemnités de logement, ben, j'aurais présenté cette requête-là au président de la République. Mais vous m'avez dit que ce qui était important, c'était le stock des salaires. Le solde des salaires. Oui, le stock des arriérés de salaire. Oui, et donc, c'est ce qui est en train d'être payé. Et en conséquence de cause, toutes les centrales qui ont signé au nom des syndicats ont bien dit que pendant 5 ans, eh bien, on n'utiliserait pas l'arme de la grève tout de suite pour revendiquer, et il fallait qu'on négocie. Mais on est dans la négociation. Pourquoi on ne veut pas s'inscrire dans la durée? Très bien. Vous allez échanger tout à l'heure, le temps de donner la parole à M. Kadio. Claude, vous avez entendu, quelle est votre réaction tout de suite? Ma réaction, elle est claire. Que les grèves, selon le plan stratégique éducation-formation 2016-2025, que la grève est l'un des éléments négatifs qui contribuent au dépérissement du système éducatif ivoirien dans son ensemble. Il y a grève à l'éducation nationale, il y a également grève au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Le 11 et 12, les chercheurs seront en grève. Il y a une petite grève au lycée classique d'Abidjan. En ce moment-là, l'école est en ébullition. Il y a des problèmes qui sont posés. Je pense qu'il faut régler les problèmes. Parce que quand j'entends Bertoni parler et que j'entends le collègue parler, ben, je crois qu'il y a une cacophonie. Il faut qu'ils accordent leur violon pour régler les problèmes, pour que les enfants de Côte d'Ivoire puissent bénéficier du savoir. Moi, c'est ma réaction. Ça. À votre avis, qu'est-ce qui n'a pas été dit, vous dites qu'il faut dire la vérité? Qu'est-ce qui n'a pas été dit quand vous écoutez tout le monde? Quand j'écoute tout le monde, ce qui est le point focal, c'est l'indemnité contributive au logement. C'est sur ça qu'il y a problème. Sinon, tous les autres problèmes administratifs et autres ont commencé à être effectivement réglés. Oui. Il a soulevé les problèmes de correction et tout ça. J'ai fait un encart pour dire qu'au Burkina Faso, il paye 500 francs. Il y a une intendance. Dès que l'examen est fini, l'argent est remis à chaque enseignant et puis on s'en va. Mais chez nous, pour réclamer cela, parfois il faut aller à la grève. Non, il faut aller à la grève. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on soit clair dans ce qu'on fait. Docteur Yao Kwaku, vous regardez, je n'ai pas envie de dire de loin, mais vous êtes enseignant aussi, même si vous êtes sociologue. Quelle est votre réaction sur tout ce qui vient d'être dit? Merci bien. On a l'impression que c'est un ping-pong qui se joue. Il y a des problèmes qui sont posés. Le problème que posent les instituteurs en termes de logement, c'est le problème que pose chaque Ivoirien aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens ont du mal à se loger. Donc ce problème n'est pas spécifique aux enseignants. C'est un problème national. Parce que les problèmes de logement en Côte d'Ivoire se posent avec acuité. Et donc si une corporation s'organise et revendique une revalorisation de leurs conditions pour qu'on puisse les aider à avoir un logement décent, moi je pense qu'on devait écouter avec une oreille attentive ces enseignants. Parce que prenez le cas de quelqu'un qui est à Abidjan et qui a une petite indemnité de logement. Il fait comment pour se loger en tant qu'instituteur? Celui de l'intérieur, plus ou moins, s'en sort, mais les instituteurs sont aussi à Abidjan. Ils sont aussi dans des grandes villes où on constate que le coût du logement a évolué. Quand vous prenez la loi sur la caution, une loi qui a été sortie, mais dont l'application est difficile jusque-là. Tous ceux qui bâtissent des maisons aujourd'hui continuent de prendre des cautions.
L'enseignant qui a une indemnité de, je prends un exemple de 40 000 francs, il faut comment vous payer une caution de maison de 100 000 multiplié par 6 pour pouvoir se loger décemment? Voici la question. C'est un réel problème qui n'est pas à l'apanage uniquement des instituteurs. Le problème de logement se pose. Et je pense que si une corporation arrive à son niveau à s'organiser en vue de revendiquer un mieux-être ou des moyens pour pouvoir se loger décemment, on devait quand même prendre le soin Dans le des cas bien exécutés. précis, celui que nous sommes en train de débattre, vous pensez que le problème n'est pas traité comme il faut? Dans l'élément qui est passé tout à l'heure au début, les enseignants ont posé un problème de revalorisation de l'indemnité de logement. Et la réponse qui est donnée, c'est une promotion immobilière. La réflexion que moi je fais, quand on va faire la promotion immobilière, elle va se réaliser où? Elle va se réaliser à Abidjan et donc tous les instituteurs viendront loger à Abidjan pour aller enseigner. Non, non, il faut vous informer sur... Comment cela va se faire concrètement? Vous répondrez tout à l'heure. Comment cela va se faire concrètement? Moi, je pose un problème de revalorisation de ma prime de logement. Et comme réponse, on me dit, nous allons vous offrir des logements sociaux. Le programme des logements sociaux, on sait ce qui s'est passé pour la Côte d'Ivoire. On a des programmes de logements sociaux, mais jusque-là, on regarde de loin ces programmes. Il y a des réelles difficultés dans le secteur du logement. Alors, M. Ekoun, vous êtes enseignant, vous aussi. J'ai envie de dire une question que tout le monde se pose certainement, que vous êtes enseignant. Est-ce que les bénéfices de cette grève ne vous profiteraient pas à vous aussi pour que vous vous opposiez à cela? Non, nous ne nous opposons pas à une grève. Mais retenez qu'il n'y a pas que la grève qui est la seule méthode de revendication. Nous sommes en pleine négociation avec le Conseil consultatif. C'est la nouvelle doléance que nous avons posée. Nous estimons que pour l'heure, vu les circonstances, nous n'allons pas adopter la grève comme méthode de lutte, mais nous allons adopter nos stratégies qui est pour l'heure le dialogue. Et c'est ce que nous faisons. Quant aux indemnités de logement, l'année dernière, nous sommes allés en arrêt de travail pour 3 jours sur la question. Mais il ne faut pas mélanger les choses. L'enseignant est ce seul fonctionnaire dont le boulot commence à la maison et s'achève à la maison. Donc il ne faut pas généraliser la question du logement comme nous le posons. Nous disons que nous avons besoin d'un bureau dans notre maison et donc nous avons besoin d'un minimum pour se loger décemment pour pouvoir vraiment aller à une éducation de qualité. Donc nous revendiquons, mais seulement nous disons que pour l'heure, il faut éviter. Pour l'heure. En cette année 2020, nous avons estimé que nos camarades sur le terrain ne sont pas partants pour un arrêt de travail. Ils nous ont conseillé plutôt d'autres méthodes de lutte. Vu l'opinion, aujourd'hui même quand tu t'adresses à l'opinion, quand l'éducation est en grève, ils ne sont pas surpris. C'est le contraire qui surprend l'opinion nationale aujourd'hui. Le contexte sociopolitique actuel, est-ce qu'il s'y prête? Parce que très vite, ils ont tendance à confondre nos actions, qui sont bien fondées, à un soutien, à un quelconque groupement politique. Et donc tout est noyé. C'est pour cela que le CDC a estimé que pour l'année 2020, il faille utiliser d'autres stratégies que la grève, dont les conséquences aussi sont souvent difficiles à gérer. D'accord. Monsieur Koné, je voudrais faire juste, avec votre permission, bien sûr, deux petites observations. Oui, allez-y. La première petite observation, c'est que je voulais rebondir par rapport à ce que le docteur Yao Kokou a dit tout à l'heure, pour faire observer ceci, que dans ma position de secrétaire permanent, j'écoute, je rends visite à tous les syndicats. Et il y a 48 heures, un groupement de syndicats composé de 42 syndicats, c'est une plateforme, et entre autres préoccupations, ce groupement nous a dit, à notre sein, il n'y a pas d'enseignants. Nous n'avons pas de syndicat d'enseignants. Mais nous avons estimé que par rapport au leadership de votre patronne ici, puisque nous sommes signataires de la plateforme, du protocole de la trêve sociale, portant trêve sociale, nous venons pour que vous puissiez intercéder auprès de nos patrons à nous, parce que nous, on n'a pas d'indemnité de logement. Vous réclamez la revalorisation, mais nous, 42 syndicats, nous n'avons pas d'indemnité de logement. Nous voulons qu'on nous inscrive aussi au tableau, n'est-ce pas, de l'indemnité de logement. La première observation. La deuxième observation, c'est que, docteur, le projet qui est en cours, vous le regardez à distance.
je voudrais proposer que vous puissiez le regarder de très près. Parce que ce programme de logement, il est lancé sur, bien sûr, il est porté sur les fonds baptismaux, mais il tient compte, n'est-ce pas, de tous les gros risques qui ont pu bloquer certains projets similaires auparavant. Et nous pensons vraiment qu'au niveau du ministère, et avec le ministère de la Construction, que ça ne va pas se réaliser qu'à Abidjan, mais il y a des sites au niveau de l'intérieur qui vont être également identifiés. Et donc, je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais c'est juste un conseil pour que nous ayons la bonne intelligence de la chose. D'accord. Monsieur Kwame Bertoni, oui, allez-y. Ok, très rapidement, je pense que monsieur l'SPCCN a dit beaucoup de choses sur lesquelles je voudrais rapidement revenir et puis terminer sur la question de la promotion immobilière. Dans cette dit, il a trop vite fait de diaboliser en tout cas vraiment la cause FC, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Faisons attention à la rhétorique, hein. Nous avons demandé, nous avons présenté 5 points de revendication et principalement la question en tout cas vraiment de la réévaluation de notre indemnité de logement. Tout à l'heure, j'ai parlé des différentes étapes que nous avons franchies. Nous avons donné toute la latitude au gouvernement d'apporter en tout cas vraiment des solutions. Quand nous avons discuté, le dernier rempart, c'était le Premier ministre. Et nous avons donné, quand nous sommes allés en AG, là j'avais donné un sursis de 3 mois. 3 mois, nous sommes allés à 6 mois. 6 mois, nous sommes à 9 mois. Après 9 mois, allons-nous nous dire que nous sommes des jusqu'au boutistes? Non. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. On a fait preuve de beaucoup de patience. Et c'est parce qu'on n'a rien vu venir que nous avons remis en tout cas vraiment le couvert. Rapidement également... Sur ce point, excusez-moi de revenir, Monsieur Koné vous dit que les négociations continuent. Mais et que vous vous êtes arrêté chemin faisant. Les négociations continuent avec qui? Pas avec vous. Avec qui? On a franchi différentes étapes. Si délibérément vous-même vous avez décidé d'arrêter ça aussi, il a dit. Vous savez, monsieur Lancinet, voilà pourquoi il faut recadrer les choses. Tout à l'heure, je me suis fait fort de rappeler les différentes étapes. Nous avons très bien entendu cela. Quand nous discutons, première étape, c'est le ministère technique, la tutelle. Deuxième étape, fonction publique. Troisième étape, c'est la primature, le Premier ministre. Oui, cela est bien entendu, mais en votre présence, tout à l'heure, il a aussi dit que vous avez arrêté. Promesse nous avait été faite, normalement, à la rencontre en tout cas du 5 avril, que fin avril, on nous rappellerait pour donner en tout cas vraiment des réponses aux différentes en tout cas, revendications. Rien n'a été fait. Le rapport de synthèse a été déposé jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'a été fait. Donc on ne vient pas nous dire ici, dans une optique de vouloir forcément diaboliser en tout cas la cause FC, que c'est nous qui voulons jouer les jusqu'au boutistes, nous ne voulons rien entendre. Vous savez, la difficulté avec ce ministère, c'est de ne pas appeler un chat et de refuser à chaque fois les discussions véritables. Et c'est pour ça que nous en sommes là. Vous pensez que, c'est dit, ce groupement, ce conglomérat, en tout cas vraiment des syndicats, nous n'avons rien à faire, ou bien chaque matin quand nous rêvons, non, personne n'a dit cela. Projet, c'est les grèves. Non, mais à l'entendre parler, c'est ça, c'est ça qui s'agit. Non, mais je n'ai pas terminé. Non, je ne vous laisse pas dire ça non plus, parce que nous avons beaucoup de respect pour vous tous, c'est pourquoi nous avons appelé. Mais ce que nous voulons dire, et vous avez bien entendu, moi-même j'aurais compris personnellement qu'il y avait peut-être un deadline qui n'a pas été respecté, qui n'est pas été respecté, et c'est pour cela que vous avez tout arrêté. Mais je ne vois pas cela. Oui, mais c'est ce que j'étais en train de dire. Voilà, c'est pour ça. Nous étions à un dernier palier. Le dernier palier pour nous, c'était le Premier ministre. C'est lui qui devait nous apporter maintenant des réponses. C'est pour cette raison que le 5 avril, quand le Premier ministre a demandé à ce que nous retournions vers les ministères techniques, là-bas, nous avions dit non. Parce que pour nous, le problème était maintenant au niveau du Premier ministre. Il n'était plus question de retourner vers les ministères techniques. Mais quand il nous a fait comprendre que vous partez pour les échanges, mais il y aura mes représentants qui seront présents au cours de ces différents échanges. C'est pour cette raison que nous avons accepté d'aller à Bassam du 10 au 14. Quand nous avons fini, sont venus parachever, je l'ai indiqué tout à l'heure, sont venus parachever ces discussions-là du 18 au 23 avril. Et toutes ces discussions ont été sanctionnées par un rapport de synthèse qui a été déposé sur la table du Premier ministre. Voyons cela, quand nous sommes allés en AG, on dit OK, on va lever le pied, on va donner 3 mois de sursis, en tout cas vraiment au gouvernement, pour voir si des esquisses de solutions verront le jour. 3 mois, on n'a rien vu venir. Nous avons fait des relances, c'est-à-dire nous avons fait des demandes d'audience adressées au Premier ministre. Rien n'a été fait. 6 mois après, nous avons fait encore des relances. Rien n'a été fait. Jusqu'à 9 mois, venez nous dire en tout cas vraiment que nous sommes des jusqu'au boutistes. Vraiment, c'est une injure en tout cas vraiment qu'on nous fait. Donc rapidement,
je veux intervenir, je suis en train d'intervenir. Il a parlé aussi, en tout cas, des cours de mercredi où il a dit qu'il y a une évaluation, etc. Il faut rectifier rapidement quelque chose. D'abord, cette évaluation des cours de mercredi, pour nous, COSEFSI, on s'y est opposé. Pourquoi? Parce que le ministère ne peut pas être en même temps celui, en tout cas, qui initie une réforme. Et en même temps, c'est le même ministère qui évalue. Non, le ministère ne peut pas juger arbitre à la fois. Je suis désolé. Mais sur ce point, je souhaiterais quand même... Je suis quand même désolé. Sur la question. Mais il y a un élément important aussi, j'ai voulu terminer dessus rapidement. Pour mieux comprendre le chemin faisant. Sur la question. Juste une information que je vais donner d'abord, et je reviens sur la question. Le ministre de la fonction publique a donné un courrier à la COSEFSI après le dépôt du préavis de grève. Est-ce que ce courrier a été porté à la connaissance des responsables qu'ils sont? Parce que tout ce qu'il a dit là, le ministre de la fonction publique a relevé tous les dysfonctionnements au niveau des procédures et a précisé que cette grève-là était illégale. Ça a été, le courrier est là, je peux vous le donner à titre d'information. Voilà. À titre d'information. Juste cela. Bon, alors donc... Terminez-vous, je le temps de répondre. Voilà. Bon, le courrier est là. Et donc, vous me rappelez maintenant la question? Alors non, vous l'avez bien entendu, vous l'avez bien entendu, il continue de vous dire que des revendications, il n'y a personne avec qui discuter depuis un moment, puisque qu'ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté, mais cette année, avant même de déclencher cette grève-là, est-ce que le ministre tutelle, c'est-à-dire Mme Kania Camara, ne les a pas reçus? Nous les avons reçus. Mais une chose, vous savez, je m'excuse si... il a pris l'expression jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, dans mon esprit, c'est que vous allez discuter avec l'État et vous voulez à tout prix que la revendication soit, que l'État s'aligne sur votre revendication. C'est ce que j'appelle le jusqu'au boutisme, si je mets ça entre guillemets. Qu'il m'excuse si cela l'a froissé, mais j'observe simplement que tant que ce n'est pas peut-être le Premier ministre, personne d'autre ne peut apporter ne serait-ce qu'un début de solution à leurs préoccupations. Sinon, toutes les revendications ont été discutées à Grand Bassam. D'accord. Vous allez sur le point suivant. Le point suivant, c'est la question du logement. Il a dit tout à l'heure que est-ce qu'on n'a pas été reçu? Oui, on a été effectivement reçu par Mme le ministre. Mais en lieu et place de la révalorisation de notre indemnité de logement, on nous a proposé, sinon on nous a imposé une promotion immobilière. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est plus une proposition, c'est une imposition. Parce que dès l'instant où c'est une proposition, ça veut dire que nous avons le droit de ne pas être d'accord. Mais dès l'instant où on dit qu'on n'est pas d'accord, c'est ça qui justifie cette grève. Mais lorsque cette grève-là, déjà, vous la fustigez, ça veut dire que déjà, pour vous, ce n'est plus une proposition. Ça devait être maintenant une imposition. Maintenant, rapidement, il faut qu'on soit clair. Et tous les Ivoiriens, en tout cas, vraiment nous écoutent. La revendication majeure de la COSEFSI, c'est la révalorisation de notre indemnité de logement. La question de la promotion immobilière ne saurait être une réponse à la question de la révalorisation de notre indemnité de logement, parce que la promotion immobilière a un caractère facultatif. Je m'y plais, j'y adhère. Je ne m'y plais pas, je n'y adhère pas. Un autre exemple même, on initie une promotion immobilière. Il se trouve que quand on parle de promotion immobilière, il y a des critères d'éligibilité. Vous prenez quelqu'un, par exemple, qui a 5 ans d'aller à la retraite. Vous êtes sûr et certain qu'il pourra souscrire à cette promotion immobilière? Je n'y crois pas. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a certains qui resteront sur le carreau. Voici pourquoi nous demandons, purement et simplement, qu'on augmente notre indemnité de logement et qu'on laisse l'opportunité à chaque enseignant de souscrire, s'il le souhaite, à une promotion immobilière. C'est de ça qu'il s'agit et rien d'autre. D'accord. Le CNESI sur ces points-là. Permettez que je revienne, parce que je suis surpris des propos que j'entends, l'amalgame qui se fait entre la promotion immobilière proposée par Mme la ministre aux enseignants et l'indemnité de logement. Nulle part dans nos rencontres, nous avons posé la question à notre première rencontre à Mme la ministre. Est-ce que c'était une réponse à notre revendication sur l'indemnité de logement? Elle a dit non. L'indemnité, le programme de logement concerne 60 000 logements. Il y a plus de 150 000 enseignants.
Donc elle a dit que ce n'est pas une réponse. Mais le syndicaliste que je suis, même si on me dit que c'est une réponse, mais on veut m'aider à avoir mon propre toit demain. Mais je me mets dans mon propre toit. Cela ne m'empêche pas demain, comme j'ai mon toit, de poursuivre la revendication pour l'indemnité de logement. Pour moi, ce n'est pas une réponse. Et on n'a pas vu dans nos rencontres une seule réponse nous disant que ça vient remplacer l'indemnité de logement. Ça, c'est une revendication qui demeure. Et l'administration nous a dit que cette revendication de l'indemnité de logement se trouve désormais sur la table du Premier ministre et donc qu'il faille attendre. Pour vous, c'est deux choses différentes, complètement totalement différentes. Le programme de logement concerne 60 000 enseignants. Il y a plus de 150 000 enseignants. Mais il le dit, vous avez utilisé le mot proposition, lui il a dit qu'on leur a imposé quelque chose. Comme les rencontres ne se font pas simultanément, les rencontres que j'ai eues avec Madame la ministre, la question lui a été posée, elle a dit que ce n'est pas la réponse. C'était même pas obligatoire le programme de logement. Ça concerne uniquement 60 000 logements. Allez-y. S'il y a 150 000 et qu'il y a 60 000, il y a un déséquilibre qui se dessine et c'est clair. Donc le problème d'indemnité contributive au logement va toujours demeurer. Donc il faut le régler. Oui, mais est-ce que le Premier ministre... Il faut régler le problème d'indemnité contributive au logement. Parce que je dis cela, pour avoir les 40 000 dont on parle aujourd'hui, j'ai été témoin majeur de ce problème-là. Le ministre Amané Michel, c'était au temps du ministre Amané Michel, et les syndicalistes étaient à couteau tiré. Personne ne voulait voir l'autre. Il a fallu, nous, organisation des parents d'élèves, nous interposer. Le ministre proposait un séminaire à Bassam pour pouvoir permettre de parler, de discuter et d'échanger, de trouver la solution. Les enseignants ont refusé d'y aller. Nous avons tout fait. Nous avons obtenu le séminaire à Bassam. C'est là qu'on a pu obtenir l'indemnité contributive au logement. Les enseignants voulaient 40 000. Le gouvernement voulait 30 000. Et ce sont sur ces 30 000 qui sont restés, ils ont payé effectivement les 30 000. Et les 10 000 qui sont restés ont fait objet de plusieurs grèves avant qu'on ne les paye. Vous comprenez? Donc quand les problèmes se posent, il faut les régler, parce qu'après ça s'accumule, on les déplace, mais quand vous déplacez un problème, ça vous rattrape toujours. Oui, vous le pensez que les problèmes sont déplacés, docteur Yao? Quand j'entends les différents représentants des syndicats et le représentant du ministère, ce sont des choses différentes qui se posent. On pose un problème. Ça veut dire que l'analyse que je fais, c'est que le problème principal de la cause FC, qui a fait que la cause FC est rentrée en grève, n'est pas encore débattu, n'est pas encore touché du doigt. Eux, ils parlent d'indemnité des logements. Et dans les discussions, on propose une mesure sur des logements. Donc, la situation qui les préoccupe n'est pas encore prise en compte. Et à entendre dire leurs représentants, c'est le point clé de leurs revendications, c'est le point clé des enseignants. Il y a une chose qu'on ignore, c'est le mot enseignant. Des gens qui valorisent le contenu des diplômes, de la formation et de la compétence qu'on donne à nos enfants. De quelles compétences voulons-nous? Parce que tel que les choses se passent, et on va arriver à un moment où l'enseignant va aller en classe et le savoir qu'il va dispenser sera dilué. S'il n'est pas dans les conditions idoines pour dispenser ce savoir. Le représentant de la CNSI disait que de tous les travailleurs, celui qui va au travail et qui revient à la maison avec son travail, c'est l'enseignant. Avant d'aller au cours, il faut qu'il le prépare. Une fois qu'il va au cours, qu'il revient, il faut qu'il fasse les corrections. Si vous n'êtes pas dans un logement décent, comment vous faites pour faire ça? Et comment est-ce que vous pourrez être reposé correctement pour pouvoir donner le meilleur de vous-même aux enfants que vous formez, pour qu'ils aient la compétence demain pour la relève de la nation? En tout cas, le problème se pose et j'ai bien envie maintenant que nous abordons le deuxième tour. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, et effectivement, nous allons aborder cela, oui. Ce qui n'a pas marché, il y a plusieurs revendications qui ont été dites. Et, des fois, nous perdons dans les documents que nous recevons de part et d'autre. On parle de l'application effective du référentiel des métiers, de l'accès à la fonction. On va aborder ces éléments point par point pour comprendre exactement ce qui n'a pas marché jusqu'à présent. Et on reviendra à vous, c'est sûr. Prenons le premier point. L'application effective du référentiel des métiers de l'administration préscolaire. Est-ce que, jusqu'à présent, sur ce point, il y a encore des discussions ou bien vous vous êtes entendu?
Bon, ce n'était pas un point, en tout cas, vraiment, de revendication de la COSFC. D'accord. Voilà, c'était un point de revendication plutôt de l'ISFC, qui regroupe essentiellement les syndicats du primaire. D'accord. Donc, quand nous nous retrouvons autour de la table de discussion, nous soutenons le projet, mais ça ne faisait pas l'objet, en tout cas, vraiment, d'un point de revendication nous concernant. Oui, effectivement, l'application effective du référentiel des métiers de l'administration scolaire était l'une des préoccupations du CNESI. Vous savez, en 2016, l'État a organisé des concours exceptionnels pour reclasser les enseignants de grade A4 dans les grades A5, A6 et A7. Nous avons estimé que ces nouveaux emplois, donc ces inspecteurs désormais, inspecteur hygiène, inspecteur général de l'éducation nationale, inspecteur en chef, inspecteur pédagogique principal. Voici des inspecteurs généraux qui étaient toujours dans les salles de classe. On a estimé que ce n'était pas normal et qu'il y a un référentiel des métiers justement qui est conçu par le ministère lui-même qu'il faille appliquer ce référentiel des métiers. Ces grades A5, A6 et A7 ont pour mission l'encadrement. Nous avons posé le problème. Dieu merci. C'est vrai qu'on nous a promis de recruter un homme qui n'est pas suffisant. On souhaite que l'année prochaine, ça puisse augmenter. Non, le principe est acquis. Le principe est acquis. Il y a eu un concours qui a été organisé cette année pour recruter au moins 900. Nous l'avons salué, mais nous souhaitons que l'année prochaine, ça puisse continuer pour qu'on puisse recruter tous ces inspecteurs de garde A5, A6 et A7. Donc, c'est une avancée pour le CNESI parce que c'était l'une de nos préoccupations. D'accord. Oui, monsieur Koné. Oui, pour le principe est acquis. On peut considérer ce point. J'ai envie de dire que c'est un des points sur lesquels vous êtes finalement entendu. Pour une fois, vous semblez d'accord. Il y a plusieurs points. Hein. Oui, bien sûr qu'il y a plusieurs points. Oui, mais ça ne faisait pas partie de la plateforme de la COSFC. Non, la COSFC non plus n'a pas dit cela sur ce plateau. Non, pas voilà, du donc tout. nous vous posons le problème pour comprendre, pour savoir, parce qu'il n'y a pas que vous deux enseignants. Non, c'est même pour ça que je crois, pour l'information au niveau de l'opinion, il faut rappeler qu'en 2019, au nombre des revendications, il y avait des revendications d'ordre administratif, d'ordre pédagogique et d'ordre financier. Et donc, tout ce qui était administratif et pédagogique, un effort, je pense, est tout à fait observable et nous avons fait un tableau pour ça. Mais alors, lorsqu'on parle aussi de la revalorisation à 100% des indemnités liées aux examens, vous avez parlé des examens tout à l'heure. Est-ce que, à ce niveau, vous parlez le même langage? Bon, à ce niveau, jusqu'à aujourd'hui, on ne parle toujours pas le même langage, mais à Bassam, il nous avait semblé que nous étions en accord avec, en tout cas, vraiment l'administration, à Bassam. Quand le problème a été présenté, vraiment, c'était le seul point sur lequel il nous avait semblé, en tout cas, vraiment... Oui, il termine et puis voilà. C'est le seul point dont il nous avait semblé que nous étions d'accord. Jusqu'à ce que nous arrivions en Abidjan et que, bon, on comprenne que encore, même là encore, il y a toujours problème. Voici pourquoi, justice, nous disons que pour nous, COSFC, relativement à nos points de revendication, pour nous, pour le moment, il n'y a pas d'avancée, en tout cas vraiment notable. Voilà. Il n'y a pas d'avancée, même revalorisation à 100% des indemnités aux examens. Oui, oui, pareil. Bon, il faut dire qu'il y a deux grandes catégories de revendications. Des revendications à caractère financier qui, jusque-là, n'ont pas connu d'éléments de réponse de la part de la primature. Les revendications d'ordre pédagogique connaissent des avancées. Donc, le problème qui se pose, c'est les revendications à caractère financier. La revalorisation des indemnités de correction à 100%, le problème a été débattu à Bassam. Le CNESI en partant a fait une simulation d'une revalorisation de 50%. Nous avons eu des chiffres de la DECO et nous avons déposé toute cette documentation auprès de l'administration. L'indemnité de logement. Avant de parler de cela, vous avez déposé et vous avez satisfaction? Non, pas du tout. J'ai dit tout ce qui est à caractère financier est encore sur la table du Premier ministre et c'est ce qu'on nous a dit. Et nous attendons vraiment des réponses de la part de son Excellence, le Premier ministre. Mais il faut noter que l'indemnité de logement est une revendication que tous les syndicats ont portée. Le docteur disait tout à l'heure que ça n'a pas été débattu. Ça a été débattu à Bassam. Les syndicats se sont retirés et on a fait des propositions. Il a dit pas satisfait ou pas débattu. De toute façon, il aura le temps. Il a dit débattu, j'ai bien noté. Et donc on a débattu de la question des indemnités de logement à Bassam. Les syndicats ont fait des propositions qu'on a déposées également
sur la table du Premier ministre. Le problème, c'est que jusque-là, aucun élément de réponse n'a été donné à ces revendications à caractère financier. Oui, c'est ce que vous dites? Ben, c'est ce que je disais. Autrement dit, quand on pose un véritable problème et qu'on laisse le problème, on traite d'autres choses à côté. Moi, je fais par exemple, j'ai un mal de tête ou j'ai une autre maladie. Au lieu de me donner le médicament pour soigner mon mal de tête, pour mon indigestion par exemple, c'est un paracétamol que vous me donnez pour un mal de tête. Mais aucun médecin ne ferait cela, ne dites pas cela. C'est le constat. Au lieu de soigner l'indigestion, on donne du paracétamol pour soigner un mal de tête. Le vrai problème reste. L'image... Oui, l'image effectivement fait sourire, mais je crois que le postulat de départ, tant qu'on va rester à l'ignorer, eh bien, on se dira, il y a quelque chose. On n'est pas là. Et il faut rappeler que lorsque le Premier ministre nous a reçus à son cabinet, et là, je regarde Bertoni. Et je vous regarde aussi. J'étais présent. Il y était. Bertoni était, Ekoun était là-bas. Le Premier ministre a dit, vraiment avec les engagements que l'État a pris, nous ne sommes pas en mesure là de nous pencher sur des questions de revendications financières. Toutefois, la porte reste ouverte, faites les propositions, c'est ce qui motive d'ailleurs. À Baska, Bassam, on a invité les uns et les autres à faire des simulations et à présenter un tableau. Tout ça, c'est remonté. Mais alors, attendons. Au Sénégal, le problème s'est posé. Oui, Au Sénégal, le problème s'est posé. Le gouvernement a mis 100 000 francs sur le salaire des gens. Ça s'est arrêté. S'il vous plaît. Donc, je crois qu'il y a un problème qui s'est posé. Il faut le voir de façon cartésienne. Et le régler. Il y a des choses qu'on peut régler à court, à moyen et à long terme. Mais c'est lorsqu'on ne répond pas, lorsqu'on ne dit rien du tout, c'est là qu'il y a problème. Oui. Alors, je crois qu'on dit on va licencier tout ça, mais ça va empirer la situation. Alors, il faut que les protagonistes puissent s'entendre autour de l'école pour que les enfants puissent aller à l'école. C'est ça qui est notre préoccupation, nous, en tant qu'organisation des parents d'élèves. Nous défendons l'intérêt des enfants et de leurs parents. Donc, il faut vous accorder vos violons pour qu'on puisse avancer. Oui, allez-y. Ouais, rapidement, moi je pense qu'il y a une chose, il ne faut pas extrapoler les faits. Non. Et il ne faut pas extrapoler les dires. Nous étions à cette rencontre du 5 avril, et je m'en souviens comme c'était aujourd'hui. Le Premier ministre a bien dit, retournez vers vos ministères techniques. Fin avril, on va vous appeler à nouveau. Et puis, mais c'est pour cette raison que nous avons accepté d'y aller. C'est pour cette raison que nous avons accepté d'y aller. Et voici pourquoi nous sommes partis. Et vous voyez, chaque fois quand monsieur le SPCCN prend la parole, chaque fois c'est les mêmes choses. Vous voyez, le jusqu'au boutiste que vous refusez, c'est vous l'avez dit, mais dans vos propos, c'est ce qui revient chaque fois. Je veux rappeler à toutes fins utiles que la cause FC n'est pas une organisation, en tout cas vraiment une fêtière va en guerre. Non, pas du tout. Nous avons donné tout le temps au gouvernement d'apporter une solution à notre question principale. La question, en tout cas, vraiment, de la réévaluation de oui, cela vous l'avez dit. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'a été apporté. Et c'est parce qu'aucune réponse n'est apportée. Et contrairement à ce que le camarade... Aucune réponse qui vous satisfasse. Non, aucune réponse. Parce que quand... Il y a une réponse, mais sauf que vous n'en avez pas... Parce que ce qu'on nous dit... Parce que deux personnes sur ce plateau ont quand même dit qu'on vous reproche la méthode et que la grève était irrécevable et que vous êtes impatient. Mais lorsque, à deux rencontres, nous avons rencontré... le chef de cabinet qui nous avait invité à une rencontre. Ensuite, ça a été avec Madame le ministre. Et au cours de ces deux rencontres, l'on nous a dit la réponse à la question de la révalorisation de l'indemnité de logement est la promotion immobilière. Je suis fort étonné qu'aujourd'hui, on vient nous dire sur ce plateau-là que ce n'était pas la réponse qui a été donnée. Mais c'est vous qui étiez présent à cette réunion. C'est un autre enseignant qui vous dit cela, mais nous n'étions pas là. Monsieur Lanciné, mais tout compte fait. Si tel est que ce n'est pas la réponse, alors on est encore plus à l'aise pour dire qu'il n'y a toujours pas de réponse à la question de la réévaluation de notre indemnité de logement. Et c'est ce qui justifie, à juste titre, la grève que nous avons observée. Monsieur Ekoun continue de dire que ce n'était pas la réponse. Monsieur Koné, pareil. Oui, pareil. Et je voudrais qu'au niveau du champ lexical qui est utilisé là, qu'on relève souvent, on a accordé un sursis. On a fait ceci. Bon,
il faut éviter, puisqu'on est dans un cadre de dialogue, parce que quand on va dialoguer avec l'employeur, avec l'État, je pense qu'il faut aussi savoir reconnaître sa place. C'est ce que je veux dire. Sachons reconnaître notre place, parce que, non, parce que, voyez-vous, du point de vue du langage, il y a certains éléments de langage qui gênent et qui peuvent même obstruer le champ, n'est-ce pas, de la négociation. Parce que je me dis, ce n'est pas à une formation syndicale. Nous avons plus d'une centaine de syndicats au niveau de l'éducation nationale. Une plateforme de 12 ou 15 syndicats juste peu. Et par rapport à un État, il faut éviter on n'est pas légal de l'État. On n'est pas légal de l'État. C'est le discours. Hein. Je ne fais que faire un décryptage. Hein. C'est pour ça que ça peut gêner. Mais on a vraiment envie de mieux comprendre. Ça peut gêner. Parce que vous n'avez pas tout dit. J'ai envie de dire que vous êtes arrêté chemin faisant. Quand on n'est pas légal de l'État, est-ce que revendiquer ou dire nous avons un besoin, cela pose problème? Non. Dans le développement, il y a, du point de vue du lexique, il y a des mots qui reviennent souvent et qui vous mettent dans une posture qui n'est pas forcément celle qui est souhaitée. Ça, c'est le côté un peu CCN que je voudrais... J'ai envie de dire quelque chose. Oui, allez-y. Quand vous prenez l'article 17 de notre Constitution, les gens peuvent le vérifier, l'article 17 autorise la grève. La grève est un droit reconnu et garanti par la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Donc le travailleur, qu'il soit dans le privé ou bien dans le public, lorsqu'il est insatisfait, peut recourir à la grève comme effet de requête ou bien de manifestation de son mécontentement. C'est vrai. C'est en réponse à ce qu'il a dit quand il dit qu'on n'est pas légal de l'État. L'État est le garant de la sécurité et de tout le monde. Et nous sommes tous sous l'État. Mais je n'ai pas pu comprendre qu'il disait que la grève était interdite. Non. Quand on dit que nous ne sommes pas légal de l'État, c'est l'État qui protège le citoyen. C'est l'État qui protège le citoyen, n'est-ce pas, dans un État. Et c'est au regard de la Constitution de l'État qu'on agit. Et cette Constitution fixe les normes d'entrée en grève. Elle autorise également la grève que la COSEF-SI a faite peut-être, je dis bien peut-être, je pèse bien mon mot, peut-être que c'est la démarche qui n'a pas été bonne, mais la grève en elle-même n'est pas illégale. Elle est un principe reconnu par la Constitution ivoirienne. Oui, allez-y. Voilà. Et vous voyez un peu, excusez-moi un peu, mais c'est cette façon de voir les choses qui, trop souvent, amène ce même ministère de l'Éducation nationale à arriver aux extrêmes que nous connaissons aujourd'hui. Parce que quand on fait 3 jours de grève et qu'on vous prend tout le salaire, et que même le 2e mois encore, nous avons toujours les salaires suspendus. Aujourd'hui, je vous parle, il y a 300 familles d'enseignants qui sont sans ressources pour avoir fait 3 jours de grève. Je comprends aisément. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est ainsi? Quand on parle d'égal de l'État, mais non. Nous sommes des syndicats. Et en tant que syndicats, nous sommes porteurs d'aspirations. Nous sommes porteurs de revendications. Et à ce titre-là, il y a toute une procédure que nous suivons. Oui. La procédure que nous avons suivie, elle est légale. Voici pourquoi est-ce que le docteur tout à l'heure a indiqué. D'abord, non seulement, il y a l'article 17, en tout cas la Constitution ivoirienne, il y a la Convention 87-98, en tout cas vraiment de l'OIT. Mais je rappelle à tous les utiles, ici encore je veux le rappeler, que la Côte d'Ivoire est membre du conseil d'administration de l'OIT, mais c'est encore cette même Côte d'Ivoire qui viole à souhait les différentes conventions, en tout cas vraiment de l'OIT. Sinon, comment comprendre que parce que des gens font grève, on envoie des gens chez nous pour nous tabasser? Comment? Parce que les gens font grève, on gèle nos avoirs, on gèle les comptes chèques, on gèle en tout cas vraiment les comptes d'épargne. Vous faites une grève de 3 jours, on suspend votre salaire sur 2 mois. Mais ça, comment on peut appeler cela? Vous n'ajoutez pas non plus que quand vous faites grève, vous cassez. Vous n'ajoutez pas non plus que quand vous faites grève, vous empêchez ceux qui veulent aller à l'école. Monsieur l'enseignant. Non, nous faisons un constat, c'est à vous de dire ce qu'il y a. Oui. Parce que nous allons sur le terrain, nous voyons aussi ce qui se passe. Des enseignants qui empêchent d'autres d'aller au cours, des élèves qu'on fait sortir pour empêcher d'autres élèves d'aller au cours. Ce sont des réalités, il faut tout dire à la fois. Monsieur l'enseignant, je veux dire en tout cas sur votre plateau et à l'intention en tout cas vraiment de tous les Ivoiriens que
la cause FC ne se reconnaît ni de près, ni de loin dans de telles actions. La preuve, la dernière grève que nous avons, en tout cas vraiment pour l'arrêt de travail, nulle part on a signalé quoi que ce soit. Il faut faire attention. Il y a des gens qui sont toujours tapis, dans leur volonté en tout cas de diabolisation, organisent un certain nombre de choses qu'on veut nous mettre forcément en tout cas vraiment à dos. Quand nous lançons un mouvement de grève, la grève, on la lance, c'est libre. Si vous voulez, vous estimez que les revendications qui sont portées vous intéressent, vous suivez. Si vous estimez que ça ne vous intéresse pas, vous ne suivez pas. La cause FC n'a jamais obligé personne, aucun enseignant de Côte d'Ivoire, à suivre en tout cas vraiment de manière forcée. En tout cas, vraiment, ce n'est vraiment pas ce que nous disons, mais nous avons juste fait certains constats sur le terrain. Par exemple, lorsque 3 jours sans travailler, c'est 3 jours non payés. Oui, je suis d'accord avec vous. 3 jours non travaillés, c'est 3 jours non payés. Je suis d'accord. Donc, normalement, on devait en tout cas vraiment nous faire en tout cas vraiment l'extraction en tout cas de 3 jours où on n'a pas travaillé et puis nous payer les 27 jours. Oui. Voilà. C'est ça que la loi dit. Mais, non seulement on fait 3 jours sans travailler, on nous prend tout le salaire du mois de janvier. En février encore, on nous prend encore le salaire. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un abus. Tout ce temps, vous avez repris le travail? Le travail, mais depuis, je rappelle à toutes fins utiles, d'abord, c'était 3 jours de grève d'avertissement non renouvelable. C'était juste une grève d'avertissement pour inviter les autorités, particulièrement le Premier ministre, qu'il y ait un engagement qui a été pris. Nous demandons simplement à ce que ce qui a été pris comme engagement soit regardé à nouveau. Mais fort malheureusement, on fait 3 jours de grève. Madame le ministre de l'Éducation nationale décide de nous priver en tout cas vraiment de salaire en janvier, de nous priver de salaire en tout cas vraiment en février, et nous nous demandons bien encore qu'est-ce qui va se passer en mars. Là, il s'agit Donc là, c'est un abus d'autorité. C'est un abus d'autorité. S'il vous plaît. Non, vous dites des... Parce que pour 3 jours de grève, on ne peut pas vous priver de salaire 2 mois. S'il vous plaît, voilà. Le CINESI, vos membres ne sont pas concernés, non? Non, nos membres ne sont pas concernés, bien que quelques-uns soient sur la liste des camarades qui aujourd'hui sont privés de salaire. Mais je voudrais vraiment revenir sur l'article 17. Nous sommes sur un point, nous allons continuer sur ce point. Oui, mais non, donc je reviens, s'il vous plaît, je n'ai pas fini. Effectivement, la loi le dit, la loi numéro 92-571, portant modalité de grève en Côte d'Ivoire, en son article 8 exactement, dit que, bon, ben, après avoir cessé le travail pendant 3 à 4 jours, on te fait une retenue proportionnelle par rapport au nombre de jours. Un 30e du salaire. OK. Mais on te fait une retenue proportionnellement par rapport au nombre de jours que tu n'as pas travaillé. Et les camarades estiment qu'ils ont fait 3 jours. Aujourd'hui, on constate 2 mois sans salaire. Bon, peut-être que c'est l'administration qui va dire pourquoi. Avons-nous tous les éléments, tous les leviers? Ça, je ne saurais le dire, mais c'est à eux de justifier pourquoi ils sont allés jusqu'à aller priver 2 mois d'arrêt de travail. Oui, mais laissez M. Koné répondre. Je voulais faire une précision. Il a dit qu'il y a un document ici qui certainement définit l'illégalité de la grève. Et c'est peut-être cela qui a suscité l'épuration de votre salaire. Non, vous dites peut-être on a la chance d'avoir un représentant du ministère de l'Éducation nationale sur le plateau. Et je voudrais que notre frère Bertoni retire des mots qui me paraissent violents. Le ministre de l'Éducation nationale a fait un abus. C'est un abus, je ne saurais le regretter. Est-ce que c'est le ministre de l'Éducation nationale qui s'occupe du traitement des salaires? Mais c'est elle qui donne les instructions pour que ça se fasse. S'il vous plaît, vous laissez terminer. Alors, allez-y. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quand on n'a pas connaissance d'un dossier en profondeur, ce n'est pas la peine de s'aventurer. Ce que je sais, c'est que la fonction publique avait écrit un courrier pour dénoncer l'illégalité de cette grève. Maintenant, je ne voudrais pas, et ça m'étonnerait, qu'on fasse l'injure quand même à un État, comme l'État de Côte d'Ivoire, de se dire, depuis 60 jusqu'à ce jour, qu'on se lance à suspendre les salaires sans s'adosser quand même à un arsenal administratif et juridique. Ça, je ne veux pas le croire. Donc, moi, je pars du fait que j'ai eu entre les mains un document
qui avait prévenu les grévistes que la démarche était illégale et qu'à partir de ce moment-là, ils avaient encore la possibilité de se rétracter pour analyser en profondeur les arguments qui sont contenus dans ce courrier et puis, pourquoi pas, revenir à la charge. Voilà. Un courrier adressé à eux à la cause EPSI. À la cause EPSI. Voici pourquoi il faut que je réponde. Et retiré d'ailleurs par M. Atabi. C'est M. Atabi qui avait retiré. La question que je voudrais poser là-dessus... Oui, bien sûr, bientôt, avant la question que je voudrais poser là-dessus, oui. C'est 2 mois de suspension de salaire, dit-on. Pour 3 jours de grève. Après 3 jours... Volontairement, vous permettrez que je n'aborde pas cette question. Puisque je ne... Non, ce n'est pas une fuite non, c'est votre droit de ne pas répondre à la question. En tout cas, j'ai un exemple précis concernant cette situation. Un enseignant qui n'avait pas cours le jour de la grève, donc n'est pas parti à l'école. Et le constat a été fait, il a été porté absent. Et parce qu'il n'avait pas cours et porté absent le jour de la grève, il a ces 2 mois de salaire qui sont suspendus. Et ça persiste. Oui, c'est une erreur, mais il suffit de faire la preuve qu'on était simplement absent, voilà. pas pour raison de grève. Monsieur l'enseignant, je souhaiterais répondre rapidement vous pensez ça? Oui. Non, parce que aller jusqu'au bout de l'idée. Quand la loi dit que pour une journée de travail de grève, pour une journée de travail de grève, c'est 1/30 du salaire. On fait 3 jours de grève et c'est la totalité du salaire. Et cette même loi dit que même quand on doit faire la soustraction, il y a des choses qu'on ne touche pas comme l'allocation familiale. Mais ici, c'est tout qui est bloqué. Très bien. Ces personnes font sur la question, M. Koné a dit qu'il ne souhaiterait pas répondre. Il a dit quelque chose. Quand on nous a adressé un courrier, vous permettez à ce qu'on réponde rapidement à ça. Voilà. Non, la parole est plutôt donnée à M. Kadiou pour le moment, et on reviendra à vous. Le courrier, si vous avez pris connaissance, il faut l'analyser. Ils vont en tirer les conséquences. Mais je crois qu'il y a eu des négociations. Vous aurez le temps de répondre. Il y a eu des négociations. On aurait dû donner le courrier pendant les négociations et avertir les enseignants en leur disant, bon, écoutez, si vous grèvez, voilà ce que vous attendez. Le courrier a été retiré. Alors, ça a été retiré quand, à quel moment? Après ou avant la grève? Non, avant la grève, voilà ça. Oui. Vous pourriez mais le courrier, c'est pas ici qu'on va le faire. Vous pourriez changer plus tard. Mais, M. Kwame, avez-vous, oui ou non, reçu ce courrier-là? Ok, effectivement, nous avons reçu ce courrier. Voilà, je m'en vais répondre rapidement. Ce courrier nous a été adressé avant la grève. Vous savez, nous, la particularité de la cause EPSI, quand c'est A, on vous dit que c'est A. Si on ne l'avait pas reçu, on vous dirait on ne l'a pas reçu. On a reçu ce courrier, mais nous avons aussi répondu. Dans ce courrier, nous avait été indiqué en tout cas que notre grève était illégale. Nous avons fait la démonstration, à l'endroit en tout cas du ministre de la Fonction publique, que notre grève bénéficiait de toute sa légalité. La preuve, nous avons respecté toute la procédure en la matière. On dit avant de déclencher. D'abord, je rappelle à toute fin que ce n'est pas une nouvelle grève. Hein. C'est une grève, c'est une suite. Nous avons commencé avec la tutelle. On n'a eu aucune réponse. Fonction publique, aucune réponse. Primature, aucune réponse. Nous nous voyons en droit de reprendre les choses là où on les a laissées. Donc, je ne vois pas l'illégalité, en tout cas vraiment dans ce que nous avons fait. Notre grève est bel et bien légale. Selon votre entendement? Non, ce n'est pas selon mon entendement, oui, selon non, en tout cas je vraiment suis bien obligé de le préciser parce que vous avez reçu aussi un courrier qui vous dit que cette grève n'est pas... D'accord. La grève dans le système éducatif ivoirien n'est pas sans conséquence, bien entendu, pour toutes les parties prenantes, enseignants, apprenants, l'État et même les parents d'élèves. Quel impact ces grèves peuvent avoir sur tout le monde? Nous allons suivre ce reportage pour mieux comprendre. Le débrayage des enseignants du système éducatif n'est pas sans conséquence sur les différents acteurs de ce secteur. Les impacts sont diversement perçus et à des degrés variés. Les premières victimes sont les élèves qui ont le droit de recevoir l'éducation et la formation afin de s'insérer dans le tissu économique et social. Il y a un moment dans l'évolution de la vie d'un individu, il y a des moments pour apprendre. Alors, bien évidemment, quand la formation est au rabais parce qu'il y a la récurrence de la violence, les programmes ne sont pas respectés, les objectifs qui sont fixés en début d'année ne sont pas atteints et ça joue sur le devenir en tout cas de la nation tout entière et particulièrement pour les élèves, pour les enfants qui sont en situation d'apprentissage. C'est un rabais et donc c'est pas bon, c'est une déconstruction. L'une des victimes de ces arrêts dans les écoles demeure, en n'ont point douté, les parents. L'école étant un investissement, étant un placement du capital humain, le parent
qui débourse des fonds pour scolariser son enfant. Lorsqu'il y a les débrayages, il est dans un sentiment de déception. Il est déçu, il est blasé, il vit une sorte d'amertume. Contrairement à l'apparence, les enseignants sont eux-mêmes doublement victimes de ces grèves engagées par leur corporation. Quand il y a les débrayages, la population porte un jugement de valeur sur le métier des enseignants. C'est-à-dire, les gens disent, ceux-là, ils font toujours la grève. Et quelque part, leur mouvement les expose même à une sorte de vindicte populaire. Pendant les périodes de débrayage, il y a une sorte de division dans la corporation. Il y a ceux qui pensent qu'il faut utiliser les méthodes modérées, il faut négocier, et puis il y a ceux qui pensent qu'il faut durcir le ton. Donc souvent, il y a des conflits qui peuvent déboucher sur des violences physiques. Ces grèves-là, quel que soit alpha, elles finiront par prendre fin. Et quand ça finit, l'enseignant est livré à un travail où il est plus amené à fournir d'efforts. Parce que pour ceux qui sont en classe d'examen, l'obligation leur est faite de finir la progression. Une victime importante des grèves des enseignants demeure l'État ivoirien qui alloue la plus grande part du budget national à ce département, soit un crédit budgétaire de plus de 900 milliards de francs CFA pour l'année 2020. Dans cette pléiade de victimes, on pourra citer les fondateurs des établissements privés. Lorsque ceux du public ne vont pas à l'école, il se trouve que les enfants du privé sont un peu découragés, démotivés, puisque dans le quartier, ils sont ensemble. Et voici que leurs amis ne vont pas. Et il y a une démotivation. Et quelquefois aussi, les parents du privé refusent de faire face aux frais de scolarité des enfants. Il se trouve que les caisses sont vides. Et ça agit sur les enseignants. En somme, la société tout entière est victime de ces débrayages enregistrés dans le système éducatif ivoirien. C'est comme le corps humain. Lorsque l'œil est atteint, les autres parties sont influencées négativement aussi. Donc, la circulation, les tassimètres, nous voyons aussi les restaurants qui sont à côté de l'école. Disons, toute l'économie est un peu aux abois. Les grèves récurrentes dans le système éducatif ne bénéficient à aucun des acteurs de ce système. Les parents d'élèves dépensent pour les enfants. Eux-mêmes sont des parents d'élèves. S'ils se mettent à gréver, la grève, c'est un droit. C'est un droit. Mais quand tu grèves, quand tu fais des ponctions, il faut l'accepter. Parce que tu ne travailles pas. Mais tu ne veux pas revendiquer un salaire. D'autres acteurs, tapis dans l'ombre, seraient-ils en train de tirer les ficelles à leur profit? Alors, après ce reportage de Sarah Kone de Astou Touré, je voudrais commencer par vous, par le docteur Yao Okwaku. L'impact de la grève aujourd'hui sur notre société, vous qui êtes sociologue, quand vous regardez aujourd'hui la société, qu'est-ce que vous concluez? Parce qu'on n'a pas l'air d'aller dans le bon sens. Merci bien. Je ne vais pas aller là où les gens m'attendent, vous serez surpris. Lorsque les enfants ne vont pas à l'école, dans la famille, celui qui a laissé son enfant à la maison et qui est parti au travail est anxieux. Quand l'enfant est à l'école, vous êtes rassuré qu'il sera libéré qu'à 2 heures bien précises. Et donc, vous êtes rassuré au travail. Mais quand vous les laissez à la maison, avec ce phénomène de disparition d'enfants et avec tout ce que nous connaissons, et que vous partez au travail, vous êtes vraiment anxieux et soucieux. Je ne parlerai pas du niveau des enfants qui est dilué, de la formation qui est faite au rabais, parce que les heures ne peuvent pas se rattraper. Les heures de formation ne peuvent pas se rattraper. Le contenu pédagogique ne peut pas tout entièrement être dispensé à l'enfant pour lui donner ce qu'il faut comme formation, comme compétence. Au niveau même il y a un auditeur qui l'a dit, au niveau même des enseignants eux-mêmes, quand ils vont en grève ou quand les situations les obligent à aller en grève, cela fait que la population a une mauvaise image de l'enseignant. C'est toujours vous qui grèvez, c'est ressorti là. Effectivement, c'est eux qui grèvent, qui vont toujours en grève et ça dépeint sur l'honorabilité. Avant, l'enseignant était quelqu'un de considéré. C'est un sacerdoce, on le disait et on le dit, l'enseignement, c'est un sacerdoce. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, des gens même ont peur de dire qu'ils sont enseignants. Parce que dehors, ce n'est pas ça. Le point clé, c'est la formation. La grève ou les grèves diluent la formation.
Voici ce que je veux simplement dire. Si nous voulons que nous ayons des compétences, je pense que c'est à nous de nous organiser au maximum pour réduire les grèves. Lorsque nous les sentons venir, s'il y a des choses qu'on peut faire pour les étouffer par le débat, le père de la nation a dit que nous devons prendre le dialogue, Feu Félix Houphouët-Boigny. Et donc, si nous prenons le dialogue, je pense que demain, nous aurons des enfants bien formés et nous n'assisterons pas à ce que nous assistons aujourd'hui. Et quand on est dans une telle situation, très souvent, c'est aux parents d'élèves qu'on pense. Mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, les grèves ont un impact négatif sur la formation des enfants. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de grève. Pour qu'il n'y ait pas de grève, il faut régler, je le répète et je le répéterai toujours, il faut régler le problème. Parce que l'enseignement est programmé. Il y a un emploi du temps, un programme annuel qui est établi, qui est disséqué à l'emploi du temps. Donc, lorsque vous mettez même une journée de grève, eh bien, il y a des impacts négatifs. C'est dramatique. Et ça dépend nécessairement sur la formation des enfants. Aujourd'hui, si le système, nous sommes plaisants à dire, nous complaisons, il y a beaucoup qui critiquent, qui disent que l'école ne va pas bien, l'école ne va pas bien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille bien? C'est la communauté éducative, c'est l'ensemble des populations. C'est nous tous qui devons nous mettre ensemble, prendre conscience et régler nos problèmes entre nous pour que vraiment l'école puisse avancer sans accord. Je ne pense pas que les enseignants soient heureux quand ils font la grève eux-mêmes, puisque leurs enfants, leurs propres enfants, se retrouvent dans leur classe. Donc ce n'est pas de gaieté de cœur que les enseignants font la grève. Voilà pourquoi moi je fais le plaidoyer. Je fais le plaidoyer auprès des pouvoirs politiques et des pouvoirs publics pour qu'on puisse écouter les jérémiades des enseignants. Il faut prévenir, il faut anticiper sur ce qui peut advenir pour qu'ensemble on puisse vraiment éviter les grèves parce que ce n'est pas correct, ce n'est pas normal et ça contribue à l'anéantissement, à l'affaissement de notre système éducatif. Et c'est très perturbateur, M. Koné. Oui, c'est perturbateur et je crois qu'on ne met pas suffisamment l'accent sur l'intelligence relationnelle et l'intelligence émotionnelle au niveau de l'espace scolaire. Relationnel, pourquoi? L'enfant est pris dans un faisceau, je regarde le docteur, dans un faisceau de relations, famille, la rue, l'enseignant, etc. Et donc, quand il y a la grève, et quand il y a perturbation, naturellement, les partenaires eux-mêmes, entre eux-mêmes, il y a une détérioration au niveau des relations et il y a détérioration aussi au niveau des partenaires vis-à-vis de l'école. Et donc, les conséquences sont multiples. C'est pour cela que je voudrais saluer l'expression du dialogue, parce que justement, nous ne pouvons rien faire si nous ne revenons pas à un dialogue franc, à une concertation, et que l'on se dise qu'il y a les textes de loi, il y a des règlements qu'on doit respecter, et que vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'employeur, nous avons à entretenir aussi une atmosphère de convivialité et de respect aussi. Je crois que c'est fort de cela qu'il a utilisé un mot, le plaidoyer. Le plaidoyer. Le plaidoyer. J'ai fait le tour des sièges de certains syndicats et formations syndicales ici, il y a 2 semaines. Et partout, on me dit, ben, CCN, ce n'est pas une revendication, c'est un plaidoyer qu'on veut faire. Voici la situation dans laquelle se trouvent nos camarades. Eh bien, il faut pouvoir faire quelque chose. Bon, moi, j'étais lancé sur cela pour essayer de voir comment on peut présenter un plaidoyer. Mais si on est braqué dans c'est ça, je suis dans la vérité, on risque de ne pas avancer. Je pense pas que ce soit et donc, c'est ce que je voulais dire. Monsieur Yikoun. Oui, monsieur.
Bon, c'est vrai, je suis syndicaliste, mais je ne vais pas ici nier les effets néfastes de la grève. Sur d'abord nous-mêmes les enseignants, le docteur l'a dit. Les grèves même ternissent l'image, les grèves à répétition, la population en a marre. Et puis les grèves, il faut le dire, dans notre milieu, quand on arrête un travail, il faut dire que c'est juste un report du travail. On va venir recommencer là où nous l'avons laissé. Souvent, les effets collatéraux, on le constate aujourd'hui, sont difficilement gérables. Et donc, la grève, pour nous, en tout cas le CDC, c'est le dernier recours. Nous ne commençons pas une action de revendication par la grève. Nous privilégions le dialogue. Parce que nous savons que quand nous engageons la grève, c'est comme si nous avons déclenché une guerre, en griffe, au pouvoir, à l'État qui est en face. Et donc, sa réaction est imprévisible. Nous appelons tout le temps nos camarades à rester dignes face à la riposte. Mais aujourd'hui, il faut dire que le CNESI, qui est membre de l'International de l'éducation, et qui a fait de la tête de l'ODD 4, l'un de ses chevaux de bataille, ne privilégie pas justement cette méthode de revendication. Nous l'utilisons en dernier recours, comme je l'ai dit, et en tout cas, il va falloir privilégier le dialogue. Et quand on se met dans un dialogue franc, on avance. Et souvent, on gagne beaucoup. Nous, en tout cas pour le CNESI, je voudrais demander donc que les uns et les autres puissent s'inscrire dans ce dialogue et prier, monsieur le représentant du gouvernement ici, de bien vouloir vraiment regarder avec un bon œil ce qui se passe. 2 mois de suspension des salaires, c'est vraiment triste. Je ne représente pas. D'accord. Alors, je ne représente pas. Hein. Très bien. Vous aurez le temps de faire des précisions certainement. Kwame Bertoni. Bon, les conséquences sont connues. Hein. Bon, ça, le camarade l'a dit. Hein. Il faut avoir l'honnêteté, en tout cas vraiment morale, de reconnaître qu'une grève a forcément des conséquences, en tout cas assez désastreuses. Et c'est parce que nous sommes conscients de cela. Voici pourquoi est-ce que nous déposons, pour nous, Cause FC, avant même de déclencher, en tout cas vraiment le premier mouvement, même depuis l'année passée, on dépose un préavis de grève. La loi dit que c'est 6 jours francs qu'il faut observer. Nous nous observons même pratiquement 1 à 2 mois avant même, en tout cas vraiment, de déclencher le mouvement. Pourquoi? Parce que nous connaissons véritablement les conséquences. Et c'est pour cette raison qu'on procède ainsi. Mais trop souvent, regardez, quand nous avons déclenché le premier mouvement même, on a fait d'abord des demandes d'audience. Personne ne nous a écoutés. À répétition. Et c'est cela qui a conduit, en tout cas, vraiment au premier mouvement que nous avons eu à faire. Donc, ça vous dit que les conséquences, nous les connaissons. Et c'est pourquoi, à juste titre, dans un premier temps, nous permettons à ce que l'autorité réponde. Nous donnons tout le temps, toute la latitude même à l'autorité, en tout cas, de répondre à nos revendications. C'est quand rien n'est fait que nous sommes dans l'obligation d'utiliser, en tout cas, vraiment notre dernière arme, qui est, en tout cas, vraiment la grève. Sinon, nous ne privilégions pas la grève. Nous commençons d'abord par demander à ce qu'on nous donne quelque chose et on se donne tout le temps, on donne tout le temps à l'administration, à l'autorité pour pouvoir y répondre. C'est quand rien n'est fait que nous nous voyons dans l'obligation, en tout cas vraiment de... D'accord, les 4 dernières minutes qui restent vraiment pour la conclusion, c'est véritablement un mot. Je voudrais commencer par vous pendant que vous avez la parole, M. Kwame Bertoni. Quelle est la voie, quel est le mot que vous utilisez pour que ce soit la voie de sortie de crise? Ok, la voie de sortie de crise. Déjà, première chose, il faut qu'on assiste réellement à une démocratisation, en tout cas vraiment, de l'école. La démocratisation appelle en tout cas vraiment à ce que tous les partenaires soient écoutés. Quand il y a des revendications, les autorités, au lieu de toujours diaboliser, au lieu de toujours croire qu'il y a des gens qui sont des jusqu'au-boutistes ou encore des va-t-en-guerre, il faut regarder la revendication. Aujourd'hui, nous, notre revendication principale, c'est la question de la révalorisation de notre indemnité de logement. Nous y tenons. Ce que nous demandons, on ne demande pas à ce que, ici et maintenant, quelque chose soit fait. Mais on demande à ce que l'autorité s'asseye et que l'autorité nous dise, vous avez demandé par exemple 25 francs. Séance tenante, on ne pourra pas peut-être vous le donner. Mais voici un papier que nous mettons là, un protocole, et qu'à partir de telle année, nous allons en tout cas peut-être réagir. Mais au moins, c'est contenu dans un papier, on sait que quelque chose sera fait à tel moment. Mais lorsque, en lieu et place, en tout cas vraiment de cela, on nous propose autre chose, à l'évidence, on ne peut en tout cas vraiment que constater en tout cas vraiment des grèves à répétition. Ce que nous souhaiterons en tout cas vraiment pour terminer, nous demandons à Madame le ministre de l'Éducation nationale, au ministre de la Fonction publique, pour 3 jours de grève, on ne peut pas nous prendre 2 mois de salaire. Nous demandons à ce que
les salaires soient rétablis. Nous demandons à ce que la question principale de la cause EFSI, qui est la révalorisation de notre indemnité logement, soit regardée de plus près. Et pour terminer, salut aussi en tout cas vraiment tous les enseignants de Côte d'Ivoire. Voilà. Très bien. Merci. Donc, docteur Yao Kwaku. Oui. Nous n'avons qu'un seul mot, le dialogue. Pour l'école, le représentant des parents d'élèves l'a dit tout à l'heure, dans le supérieur, il y a des remous qui bientôt vont aboutir aussi à une grève. Que ce soit au niveau du primaire, du secondaire ou du supérieur, l'école, c'est l'élite de la société, c'est l'école qui forme le citoyen. Faisons en sorte de privilégier le dialogue au sein de tous les niveaux, à tous les niveaux de notre système éducatif, afin que nous ayons un capital humain compétent, bien formé pour la joute de demain. Merci. Alors, le dialogue, vous m'avez dit, M. Koun, pourquoi il est si difficile le dialogue? Non, le dialogue n'est pas difficile. Ben, vous ne pouvez pas le dire sur ce plateau. Non, le dialogue n'est pas difficile. Mais ce serait difficile que ce soit accepté sur ce plateau. S'il y a une bonne dose de patience, on peut aller au dialogue. Et ça, c'est... Je pense que nous, les leaders syndicaux, nous devons aussi observer de la patience. Nous avons mené dans ce pays des luttes qui ont pris plus de 10 ans et qui ont pu aboutir. Et je pense que si nous avons un minimum de dose de patience et de dialogue, on peut éviter certaines crises. Je pense qu'il faut aussi que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, se prononce sur les conclusions du Bassam. Parce que jusque-là, toutes les revendications à caractère financier sont restées encore lettres mortes. Il va falloir très rapidement qu'on se prononce. Se prononcer ne veut pas forcément dire venir donner un avis favorable à toutes les revendications. Mais on veut connaître quand même l'opinion du gouvernement sur la question. J'ai terminé aussi pour dire qu'en tant que syndicaliste, je voudrais aussi plaider pour que nos camarades qui subissent ces 2 mois de suspension de salaire puissent vraiment puissent retrouver leur salaire. Ça, c'est un plaidoyer que j'ai mis sur le plateau pour que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, puisse vraiment donner des instructions pour que nos camarades qui souffrent, c'est des familles, il a dit, puissent retrouver leur salaire. Et le président de l'organisation des parents d'élèves et étudiants, qu'est-ce qu'il dit? Les parents d'élèves sont bénéficiaires de tout ce qui se fait à l'école. Donc pour nous, la grève est négative pour nous. Je voudrais plaider, faire un plaidoyer. Nous sommes face à la nation. Je vais plaider pour que les sanctions encourues par les enseignants soient levées et que leur salaire leur soit rétrocédé. Et pour le bonheur de l'école, parce qu'en raidissant la position, on ne sait pas jusqu'où on peut arriver. Et donc, je souhaiterais que le plaidoyer se fasse pour que les salaires puissent être rétrocédés aux enseignants, pour que l'école puisse continuer sans discontinuer, pour qu'on arrive à la fin de l'année avec des résultats conséquents et qu'on renforce le Conseil consultatif de l'éducation nationale pour que le dialogue devienne vraiment permanent et que de ces dialogues, on arrive à aboutir à des conclusions et à des résultats positifs pour le bonheur de notre système éducatif. Voilà ce que disent les parents. J'ai envie de dire, M. Kouné Bakary, c'est plusieurs commissions qui vous ont été faites à la fois pour dire... ah oui, c'est le constat que nous faisons. Vraiment, c'est... Bon, évidemment, on ne se faisait pas d'illusions. Je pense que le dialogue social est un des moyens de management aujourd'hui de Madame la ministre. On ne peut pas me prendre à défaut là-dessus. Depuis la rentrée, des actes ont été posés pour créer justement cette convivialité, pour créer cette osmose entre le sommet donc, du cabinet et puis la base des différents partenaires. Donc, ce que je voudrais, à titre personnel, dire, c'est que nous sommes enseignants, nous ne sommes pas les seuls travailleurs de la Côte d'Ivoire. Nous revendiquons, certes, pensons aussi dans un élan de solidarité aux autres, ce n'est pas de la démagogie, et nous disons que chacun, la voie de sortie passe par une
par la nécessité d'une prise de conscience, d'une reconnaissance en toute humilité de notre positionnement au sein du corps social. Si on sait où on est, et si on s'inscrit dans le civisme, eh bien, on va toujours se faire écouter, se faire entendre. Et c'est sûr qu'au-dessus de nous aussi, on nous prêtera bonne oreille. Monsieur Bakary Koné, Monsieur Kadio Aka-Claude, Monsieur Ekoun Kwasi, Monsieur Kwame Bertoni et Dr Yao Kwaku Albert, dois-je dire que vous êtes entendus sur ce plateau avant que nous nous quittions? Je ne suis pas trop sûr. En tout cas, merci à vous, messieurs. Non, on a créé la condition de dialogue. Très bien. Très bien, vous vous êtes entendus, vous vous êtes compris. Merci à vous de nous avoir indiqué la voie de sortie de cette impasse et surtout votre préoccupation commune, votre souci de voir le problème de l'école se résoudre au plus vite. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Et à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était le débat. Très bonne soirée. Merci.